Un homme se révèle par la façon dont il parle. Tu n'as pas besoin de voir son passé, son histoire ou ses intentions. Tu as juste besoin d'écouter. Les phrases qu'il utilise sont des radiographies de son caractère. Elles montrent son insécurité, son ego surdimensionné, son manque de contrôle et souvent son ignorance. Et le plus dangereux n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils peuvent t'entraîner à leur niveau si tu ne sais pas répondre. Beaucoup réagissent à ces phrases avec colère, fierté ou frustration. Ils tombent dans des provocations bon marché sans se rendre compte qu'ils cèdent leur pouvoir. Le stoïcien fait le contraire. Le stoïcien identifie la stupidité sans se mettre en colère, reconnaît l'arrogance sans se sentir attaqué et observe l'immaturité sans perdre son centre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que perdre son calme, c'est perdre la bataille. Cette vidéo existe pour une seule chose, t'apprendre à détecter les 5 phrases les plus courantes qui trahissent un homme immature, arrogant ou émotionnellement brisé. Et surtout, te montrer comment répondre à chacune avec fermeté, intelligence et maîtrise de soi, sans crier, sans te rabaisser, sans perdre ton essence. Ce que tu apprendras ici ne sert pas seulement à identifier la maladresse des autres, mais aussi à éviter de répéter ces mêmes schémas dans ta propre vie. Parce que la véritable force n'est pas de battre quelqu'un, mais de ne laisser personne te déstabiliser. À partir de maintenant, chaque fois que tu entendras une de ces phrases, tu sauras exactement quel genre d'homme tu as en face et quel genre de personne tu es en ne tombant pas dans son jeu. 1. Identifie l'ego déguisé en force. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des armures vides. Ils brillent à l'extérieur, font du bruit, frappent le sol à chaque pas pour que tout le monde les voie. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, juste un écho creux qui essaie de ressembler à du courage. L'ego fonctionne de la même manière. Il se déguise en force, en sécurité, en autorité, alors qu'en réalité, il s'agit du mécanisme de défense le plus primitif d'un homme émotionnellement immature. Et la première chose que tu dois apprendre est à le reconnaître avant de réagir, parce que si tu ne comprends pas ce que tu vois, tu tomberas dans son théâtre et tu finiras par perdre ton calme. L'homme qui vit à partir de son ego essaie toujours de s'imposer. Il prononce des phrases comme « j'ai toujours raison »,« tu ne sais rien »,« sans moi tu n'arriverais à rien », et il les dit avec une conviction qui semble presque admirable. Mais cette assurance ne vient pas de la maîtrise de soi, elle vient de la peur d'être exposé. Chaque mot qu'il prononce est conçu pour gonfler son importance parce que sa valeur interne est complètement fracturée. Quand un homme a besoin de rappeler au monde à quel point il est fort, puissant, capable, en réalité, il admet sa propre fragilité. C'est ce qu'il ne comprend pas. La plupart réagissent à ce genre de phrases avec fierté. Ils répondent en attaquant, en discutant, en essayant de prouver le contraire. Mais tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. Tu es ici pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine d'entrer en bataille contre quelqu'un qui ne contrôle même pas ses propres émotions. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. Et c'est l'avantage qu'un homme de caractère véritable a sur celui qui se contente de le prétendre. Lorsque tu entends ces phrases, ne prends rien personnellement. Ne tombe pas dans le jeu de la compétition égo contre égo. Observe, analyse, respire. L'ego se révèle toujours quand quelqu'un sent qu'il perd le contrôle. Un simple commentaire le perturbe, une question l'irrite, un désaccord le met en colère. Tu ne vois pas de la force, tu vois de la fragilité camouflée. Une fragilité qui se sent attaquée, même quand elle n'a pas été attaquée. C'est l'immaturité émotionnelle dans sa forme la plus pure. C'est là que ta réponse stoïcienne entre en jeu. Ne suis pas son rythme, ne lui rends pas le même ton, n'essaie pas de le surpasser. C'est exactement ce qu'il veut, parce que cela lui confirme que son bruit fonctionne. Réponds avec calme, avec clarté, avec cette froideur tranquille qui déconcerte quiconque vit dans le chaos. Utilise des phrases courtes et fermes. Je t'écoute, je comprends ton point de vue. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ok. Ce n'est pas être soumis. C'est montrer que tu n'as pas besoin de te battre pour te sentir en sécurité.
Seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes ont ce sentiment. L'ego cherche désespérément la reconnaissance, tandis que toi, tu cherches la stabilité. Il a besoin de gagner, tu cherches à garder ton centre. Il réagit, tu choisis. C'est la différence entre un homme qui fait semblant d'être fort et un homme qui l'est vraiment. La véritable force ne s'impose pas, elle se maintient. Elle ne crie pas, elle se contient. Elle ne menace pas, elle se contrôle. De plus, ce point n'est pas seulement pour identifier les autres, c'est aussi un miroir pour toi. Demande-toi combien de fois tu as utilisé ce même ego comme un bouclier. Combien de fois tu as voulu paraître fort alors qu'en réalité tu étais brisé. La différence est que maintenant tu as l'opportunité de le faire consciemment, parce qu'un homme qui reconnaît son ego peut le transformer, tandis que celui qui se cache derrière lui est condamné à répéter les mêmes erreurs. 2. Garde ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir. Un esprit arrogant ressemble à un verre rempli jusqu'au bord. Peu importe combien d'eau pure tu essaies de verser dessus, tout déborde, parce qu'il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionnent les hommes qui pensent tout savoir. Ils n'écoutent pas, ils ne traitent pas, ils n'apprennent pas. Ils se contentent de répéter ce qu'ils croient être la vérité, même si elle est construite sur du sable, de la peur ou de l'ignorance. Et le piège est que leur assurance est si bruyante que beaucoup finissent par douter d'eux-mêmes devant eux. C'est là que tu dois maintenir ton jugement ferme, car si tu permets que l'arrogance des autres obscurcisse ta clarté, tu deviens une partie du problème. L'homme qui se vante de tout savoir est celui qui ne tolère pas la contradiction. Il dit des phrases comme « Je sais comment sont les choses », « Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, je ne me trompe pas », et il le fait avec ce ton qui essaie de s'imposer, comme si être en désaccord avec lui était un acte de rébellion. La réalité est que cette attitude ne vient pas de la sagesse, mais de l'insécurité. Celui qui sait vraiment comprend qu'il reste toujours quelque chose à apprendre. L'ignorance, cependant, cherche à se déguiser en supériorité parce que la vérité lui est trop inconfortable. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils confondent le volume avec l'autorité. Ils pensent que le plus sûr est celui qui parle le plus fort, alors qu'en réalité, la sécurité authentique n'a pas besoin de s'imposer. La personne arrogante veut contrôler la conversation pour éviter que ses idées soient remises en question. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche la protection. C'est ce que tu dois comprendre pour ne pas te sentir intimidé ou inférieur. C'est là que ton attitude stoïcienne entre en jeu. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui prétend tout savoir, n'essaie pas de le convaincre, de le corriger ou de lui prouver qu'il a tort. Cela ne fait qu'alimenter son arrogance et draine ton énergie. Le stoïcien sépare ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas, et l'ouverture d'esprit de l'autre ne sera jamais entre tes mains. Ce que tu peux contrôler, c'est ton jugement, ton attitude et ta réaction. Au lieu de t'engager dans un débat sans issue, garde ton calme et ton objectivité. Écoute, filtre, analyse. N'achète pas sa sécurité exagérée comme si c'était de la sagesse. La plupart de ces affirmations naissent du besoin d'impressionner, pas de la vérité. Répondre à une personne comme celle-ci nécessite une précision émotionnelle. Utilise un ton ferme, sans irritation. Des phrases comme « Je comprends ton point de vue » ou « Tu as peut-être raison sur certaines choses » fonctionnent parce qu'elles ne le défient pas directement, mais ne te soumettent pas non plus. Tu maintiens ta dignité sans te rabaisser. Si la conversation devient une compétition d'ego, retire-toi mentalement. Tous les échanges ne méritent pas ton énergie. Le silence conscient est une forme d'intelligence. L'homme qui sait tout s'affaiblit quand tu ne le nourris pas avec ton attention. Mais ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fermé ton esprit pour protéger ton ego. Combien de fois tu t'es accroché à une idée juste pour ne pas admettre que tu avais tort. L'arrogance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse et se cache dans la résistance à apprendre. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le changer.
Celui qui reconnaît ses limites élargit son monde. Celui qui refuse d'apprendre s'enferme dans sa propre cage mentale. Lorsque tu maintiens ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir, tu développes une force intérieure qui ne peut pas être manipulée. Tu deviens quelqu'un de difficile à déplacer, à influencer, à déstabiliser. Et cette stabilité mentale est l'une des compétences stoïciennes les plus puissantes. 3. Ne tombe pas dans le piège du victimisme. Il y a des gens qui transforment chaque faux pas en un scénario dramatique. Ils fonctionnent comme des phares cassés qui, au lieu d'éclairer le chemin, ne projettent que des ombres et font que tous tournent le regard vers eux. Cette lumière déformée est le victimisme, une attitude que beaucoup d'hommes immatures utilisent pour manipuler, éviter les responsabilités ou attirer l'attention sans avoir à faire d'efforts. Et celui qui ne sait pas identifier cette dynamique finit par être pris dans sa narration émotionnelle, répondant à ses plaintes comme si elles étaient des vérités absolues. C'est ici que tu dois maintenir la clarté pour ne pas devenir une partie de sa tempête. L'homme qui vit du victimisme utilise des phrases comme « personne ne me comprend »,« tout va mal pour moi »,« on me laisse toujours tomber »,« je ne suis pas responsable de rien ». Ce qui est curieux, c'est que ces phrases semblent humbles, mais elles ne le sont pas. Ce sont des masques. C'est une façon d'éviter le travail interne. Se victimiser est plus confortable que d'assumer ses erreurs, parce que cela implique que tout le mal vient de l'extérieur. Cette perception fait de la personne un spectateur de sa vie, pas un protagoniste. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils ressentent de la compassion ou pensent qu'aider signifie le valider. Mais dans le victimisme, il y a un piège. La personne ne cherche pas du soutien, elle cherche des excuses pour ne pas avancer. Tu peux lui donner des conseils, des solutions, des alternatives, mais il trouvera toujours une raison de continuer à souffrir. Non pas parce qu'il ne peut pas s'améliorer, mais parce que la douleur est devenue son identité. Le stoïcisme t'apprend que rien n'est plus dangereux qu'une personne qui utilise sa souffrance comme une arme pour contrôler son environnement. C'est ici que ta position doit être ferme. Si tu réagis émotionnellement, si tu essaies de le sauver, si tu te laisses entraîner dans son discours, tu perdras ton équilibre. Le victimisme absorbe l'énergie, le temps et la clarté. C'est pourquoi la réponse stoïcienne n'est pas le froid, mais l'objectivité. Écoute mais ne t'implique pas. Analyse mais ne porte pas son poids. Dis des phrases courtes et directes comme « Je comprends que tu te sentes ainsi » ou « Qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» Cette dernière question brise le cycle car elle l'oblige à assumer ses responsabilités. Le victimiste déteste les solutions réelles car elles l'exposent. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que porter ce qui ne lui appartient pas est perdre son focus et sa paix. Si tu vois que son discours devient répétitif, toxique ou manipulateur, mets de la distance. Tu peux être présent sans être absorbé. Tu peux empathiser sans sacrifier ta stabilité. Cette compétence est l'une des plus difficiles et des plus précieuses pour celui qui cherche à avoir un contrôle interne. Ce point t'invite aussi à te regarder à l'intérieur. Demande-toi combien de fois tu as utilisé la plainte pour éviter d'agir. Le victimisme ne s'exprime pas toujours en mots. Parfois, il se cache dans la procrastination, la justification ou la résistance au changement. Le reconnaître te rend plus libre, car tu assumes que ta vie dépend de tes décisions, pas de tes excuses. Ne pas tomber dans le jeu du victimisme implique aussi de ne pas réagir au drame des autres. Si quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, ne te laisse pas perturber. Celui qui crie, celui qui pleure sans responsabilité, celui qui exagère, cherche à avoir le contrôle sur toi. Toi, garde ton centre, garde ton jugement et souviens-toi que ton énergie est ton territoire. Celui qui ne sait pas se gérer essaie de faire en sorte que les autres le fassent. L'homme qui se victimise a besoin que le monde s'adapte à sa douleur. L'homme stoïcien s'adapte à la réalité, avec discipline et caractère. Tu choisis quel chemin suivre. 4. Éloigne-toi de celui qui se croit supérieur.
Il y a des gens qui traversent la vie comme si tous les autres étaient des escaliers et eux le seul étage élevé. Ils fonctionnent comme des bâtiments mal construits, hauts à l'extérieur mais fragiles à l'intérieur, une structure érigée plus pour l'apparence que pour la stabilité. Cette attitude de supériorité est l'un des signes les plus clairs d'immaturité émotionnelle. Celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de regarder par-dessus son épaule. Seul celui qui se sent petit essaie de paraître grand. Et comprendre cette dynamique te protège de tomber dans des relations épuisantes où ta valeur reste sous l'ombre de quelqu'un qui prétend être plus qu'il ne l'est. L'homme qui se croit supérieur utilise des phrases comme « je suis meilleur qu'eux »,« personne ne peut m'atteindre »,« tu devrais être reconnaissant de m'avoir ». Et il le fait avec un air d'autorité qui cherche à intimider. Mais cette prétendue grandeur se fond lorsqu'on lui demande de la cohérence, lorsqu'il doit prouver par des faits ce qu'il proclame par des mots. L'arrogance est un déguisement, une armure construite pour cacher des insécurités profondes. Celui qui a besoin de se comparer constamment avoue qu'il ne se sent pas suffisant. Beaucoup cèdent face à ce type d'attitude parce qu'ils confondent arrogance et leadership. Ils pensent qu'un homme sûr de lui agit ainsi. Mais la vraie sécurité n'humilie pas, ne minimise pas, ne s'agrandit pas. La vraie sécurité inspire sans forcer. Le supérieur faux, en revanche, a besoin de dominer pour se sentir vivant. Et si tu n'apprends pas à le détecter, il finira par t'épuiser émotionnellement en te poussant à prouver ta valeur devant lui. Ce jeu le nourrit, mais t'affaiblit. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas à rivaliser avec personne pour maintenir ta dignité. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui passe son temps à mesurer les autres pour se sentir pertinent. Lorsque tu te confrontes à un homme qui se croit supérieur, la clé n'est pas de discuter ni de l'affronter. Cela ne fait que le renforcer, parce que tu le fais se sentir important. Ce que tu dois faire, c'est rester ferme à l'intérieur. Ne réagis pas à ses provocations, n'accepte pas ses comparaisons, n'entre pas dans son discours. Reste neutre, observateur, froid. Réponds avec des phrases équilibrées comme « je ne vois pas les choses de cette façon » ou « je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas cette perspective ». Cela le désarme parce qu'il attend une résistance émotionnelle. Il espère que tu entreras dans son affrontement pour valider son illusion de grandeur. Quand tu ne le fais pas, quand tu gardes ton calme, tu le laisses se confronter à son propre vide. Les supérieurs faux ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ne peuvent pas dominer. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as essayé de te sentir précieux en te comparant aux autres. La supériorité est un mécanisme de l'ego pour compenser les blessures. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas stable. L'homme qui reconnaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser personne. L'homme qui connaît son chemin ne marche pas sur la dignité des autres. C'est pourquoi identifier celui qui se croit supérieur est essentiel pour ne pas répéter le même schéma dans ta propre vie. En t'éloignant d'une telle personne, tu ne fuis pas. Tu te protèges. Tu ne permets pas à quelqu'un avec une vision déformée de lui-même d'affecter ta perception de ta propre valeur. La distance devient ton outil de clarté. Le supérieur faux te fait te sentir moins pour se sentir plus. Et si tu ne le détectes pas, il peut manipuler ton estime de toi, ta confiance et ta stabilité. Le stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, encore moins de l'opinion gonflée de quelqu'un qui vit piégé dans son ego. Quand tu t'éloignes, tu récupères ton espace mental et émotionnel et tu peux voir la situation avec perspective. 5. Ne te laisse pas tromper par la fausse infaillibilité. De temps en temps, quelqu'un se présente comme une horloge parfaite, de celle qui ne tombe jamais en panne et ne s'arrête jamais. Il parle comme s'il avait un mécanisme interne impossible à briser, comme s'il ne faisait jamais d'erreur et que tout ce qu'il fait est impeccable. Mais il suffit de regarder de près pour remarquer que cette horloge ne donne pas l'heure réelle. Elle répète simplement le même mensonge, encore et encore, en espérant que quelqu'un y croira. La fausse infaillibilité est l'un des déguisements les plus courants de l'homme émotionnellement immature,
Et si tu n'apprends pas à l'identifier, tu finiras par croire que le problème vient de toi chaque fois qu'il se trompe. L'homme qui prétend être infaillible dit des phrases comme « Je ne me trompe pas. Si quelque chose a mal tourné, ce n'est pas à cause de moi. C'est toi qui ne comprends pas. » Il a peur de reconnaître une erreur parce que pour lui, se tromper équivaut à se briser. Et quelqu'un qui n'a pas développé de caractère ne sait pas vivre avec la possibilité de l'échec. Il préfère construire un monde fictif où il a toujours raison, même si cela implique de manipuler, de nier ou de déformer la réalité. C'est le mécanisme parfait pour protéger un ego fragile. Le danger de ce type de personne est que, lorsqu'elle commet une erreur évidente, elle la transforme en ta faute. Elle redirige la responsabilité. Elle te fait sentir que tu exagères ou que tu interprètes mal les choses. Et si tu n'as pas un jugement fort, tu peux tomber dans sa dynamique et commencer à douter de toi-même. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clarté intérieure. Si tu ne connais pas ton critère, tu finiras soumis aux critères de quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Face à la fausse infaillibilité, beaucoup réagissent en discutant, en essayant de prouver l'erreur de l'autre avec des preuves, des arguments et de la logique. Mais cette stratégie ne fonctionne pas avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne se trompera jamais. Il n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par son image. Il ne veut pas apprendre, il veut s'imposer. Plus tu lui expliques, plus tu t'épuises, car tu essaies de raisonner avec quelqu'un qui n'est pas disposé à raisonner. Ta réponse stoïcienne doit être stratégique. Ne cherche pas à convaincre, cherche à rester ferme. N'essaie pas de détruire son illusion, reste dans la tienne. S'il te confronte en disant que tu as tort, réponds calmement. Je ne partage pas ton interprétation. S'il essaie de manipuler la situation, utilise une phrase simple. Je suis conscient de ce qui s'est passé. S'il essaie de minimiser sa responsabilité, réponds « Je comprends ton point de vue, mais je ne changerai pas ma perception ». Ce n'est pas de la froideur, c'est une protection émotionnelle. La fausse infaillibilité a besoin d'un public. Elle a besoin que quelqu'un accepte le théâtre. Lorsque tu ne réagis pas, que tu ne t'énerves pas et que tu n'acceptes pas sa distorsion, tu l'obliges à se retrouver face à lui-même, ce que ces personnes détestent. Son personnage s'effondre lorsqu'il n'y a personne pour le soutenir. Ce point te confronte aussi. Personne n'est à l'abri de ce comportement. Demande-toi combien de fois tu as évité d'admettre une erreur par peur de paraître faible. Combien de fois tu t'es défendu par orgueil au lieu d'accepter la réalité. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le corriger. L'infaillibilité réelle n'existe pas. Mais la maturité, oui. Et la maturité implique d'accepter les erreurs sans perdre de dignité. Quand tu ne te laisses pas tromper par la fausse infaillibilité de l'autre, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler. Personne ne peut te faire douter de ta réalité lorsque tu as une clarté intérieure. Personne ne peut te faire te sentir coupable pour quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La vie fonctionne comme un tableau rempli de pièces qui ne t'appartiennent pas. Les décisions des autres, leurs émotions, leurs changements soudains, leurs paroles impulsives sont des pièces que quelqu'un d'autre déplace. Tu peux les observer, tu peux les analyser, mais tu ne pourras jamais les diriger. Celui qui tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas finit par s'épuiser, se confondre et se frustrer. C'est pourquoi lorsque tu es confronté à des hommes immatures, arrogants ou émotionnellement brisés, le plus intelligent est de te concentrer sur ton propre mouvement. Ils agissent à partir du chaos. Tu dois agir à partir de la discipline mentale. L'homme immature a tendance à dire des choses comme « Tu me rends en colère. Si je réagis ainsi, c'est de ta faute. Je suis comme ça parce que la vie m'y a forcé. » et utilise ces phrases pour se décharger de toute responsabilité. Ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur le terrain où il se sent à l'aise, le terrain du dérèglement émotionnel. Il veut que tu te mettes en colère, que tu hausses le ton, que tu réagisses de manière impulsive, car cela valide sa narration. Si tu perds le contrôle, il justifie le sien. Le piège apparaît lorsque tu crois que tu peux le changer. Lorsque tu penses qu'en lui expliquant, en le corrigeant ou en le guidant,
tu réussiras à le faire agir différemment. Cela ne fonctionnera jamais. Celui qui ne veut pas changer n'écoute jamais. Celui qui ne veut pas grandir ne comprend jamais. Celui qui vit piégé dans son ego interprète seulement tes paroles comme des attaques ou des tentatives de domination. Au lieu de s'améliorer, il se met davantage sur la défensive. C'est là que ton approche doit devenir chirurgicale. Le stoïcisme est clair. La seule chose qui est toujours sous ton contrôle est ton jugement, ta réaction, ta parole et ta conduite. Rien de plus. Si l'autre crie, tu choisis si tu te mets en colère. Si l'autre te provoque, tu choisis si tu réponds. Si l'autre invente, manipule ou déforme, tu choisis si tu entres dans son jeu. Lorsque tu comprends ce principe, tu deviens quelqu'un de difficile à bouger parce que ta stabilité ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Répondre depuis le contrôle ne signifie pas rester silencieux par peur. Cela signifie choisir tes mots avec intention. Si quelqu'un essaie de te blâmer pour son propre comportement, dis clairement « Je ne contrôle pas comment tu décides de réagir ». S'il essaie de te tenir responsable de son état émotionnel, répète « Ton émotion est la tienne, pas la mienne ». Et s'il insiste pour te provoquer, garde un silence ferme. Non pas pour éviter la confrontation, mais pour éviter son chaos. Beaucoup pensent que l'autocontrôle consiste à endurer, mais ce n'est pas le cas. L'autocontrôle consiste à choisir où investir ton énergie. Parfois, répondre et perdre. Parfois, parler et tomber. L'homme immature cherche à t'entraîner au niveau où il peut se sentir dominant. Si tu gardes ton focus, ce pouvoir disparaît. Il ne peut pas gérer quelqu'un qui ne se met pas en colère. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui pense clairement. Il ne peut pas contrôler quelqu'un qui ne répond pas impulsivement. Ce point te confronte également à toi-même. Demande-toi combien de fois tu as voulu contrôler l'opinion des autres, leur comportement ou leur perception de toi. Ce besoin naît de la peur. Mais dès que tu acceptes que tu ne peux pas gérer quoi que ce soit d'externe, ton esprit devient plus léger. Lorsque tu lâches l'obsession de corriger les autres, tu commences à te corriger toi-même. Et c'est là que tu grandis vraiment. Te concentrer sur ce que tu peux contrôler te rend stratégique. Tu deviens plus observateur, plus patient, plus difficile à lire, et surtout, plus maître de ta vie. Parce que lorsque tu réagis avec calme, personne ne peut utiliser tes émotions comme une arme. Lorsque tu réfléchis avant d'agir, personne ne peut te pousser à l'impulsivité. Et lorsque tu choisis ton comportement, personne ne peut décider pour toi. L'homme immature se noie en essayant de contrôler tout le monde. 7. Utilise l'humilité comme ton avantage. Certaines personnes se comportent comme si elles marchaient avec un miroir géant collé à la poitrine. Elles ne peuvent voir qu'elles-mêmes, leurs prétendus accomplissements, leur prétendue grandeur. Elles reflètent constamment leur ego parce qu'elles ne connaissent pas d'autres moyens de se sentir précieuses. L'humilité, en revanche, fonctionne comme une fenêtre. Elle te permet de voir plus loin, d'observer clairement, d'apprendre sans obstacle et d'avancer sans bruit. Et c'est cette fenêtre qui te donne un avantage que les arrogants n'auront jamais. L'humilité ne te rend pas petit, elle te rend stratégique. L'homme immature utilise des phrases comme « je sais déjà ça »,« je n'ai pas besoin de conseils »,« je n'apprends pas de n'importe qui », et les dit avec un ton de supériorité qui cherche à fermer toute porte vers l'amélioration. Pour lui, admettre l'ignorance, c'est admettre la faiblesse. Et comme il ne sait pas gérer son ego, il préfère prétendre que tout est résolu. Ces mots sont des signes clairs que tu es face à quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa propre image. Les gens confondent l'humilité avec la fragilité parce qu'ils ne comprennent pas son véritable pouvoir. Ils croient qu'être humble, c'est se laisser piétiner, toujours se taire ou baisser la tête. Mais le stoïcisme interprète l'humilité d'une autre manière. L'humilité est la capacité de voir la réalité sans filtres égoïstes. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux t'améliorer, que tu peux te tromper et pourtant maintenir ta valeur intacte. Cela te rend adaptable, quelqu'un qui évolue. Quand tu as affaire à quelqu'un d'arrogant, l'humilité devient ton outil le plus intelligent.
non pas parce que tu dois te faire petit, mais parce qu'elle te permet d'éviter le choc inutile. L'arrogant veut rivaliser, il veut prouver qu'il en sait plus, qu'il est plus fort, qu'il a plus d'expérience. Si tu essaies d'entrer dans ce jeu, tu renonces à ton objectif. L'humilité te permet d'observer sans avoir besoin de réagir, de répondre sans combattre et de maintenir la clarté sans tomber dans les provocations. Répondre avec humilité ne signifie pas se soumettre. Cela signifie ne pas s'engager dans des discussions inutiles. Si quelqu'un te dit « je sais comment sont les choses », tu peux répondre « peut-être » et je suis prêt à écouter. Non pas parce que tu crois qu'il a raison, mais parce que tu contrôles le terrain émotionnel. L'humilité déstabilise l'arrogant parce qu'il ne trouve pas de résistance. Il ne sait pas comment se battre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce point s'adresse également à toi. La véritable humilité ne consiste pas à parler doucement ou à éviter de se démarquer. Elle consiste à reconnaître tes limites sans avoir honte d'elles. Un homme qui comprend ses faiblesses devient plus fort, car il sait exactement ce qu'il doit travailler. Celui qui nie ses erreurs ne s'améliore pas. Celui qui les accepte se transforme. L'avantage de l'humilité est qu'elle te maintient dans un état constant d'apprentissage. Elle te permet d'écouter quand les autres ne font que crier. Elle te permet de grandir quand les autres stagnent. Elle te permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des menaces. Cette ouverture te donne une profondeur que les arrogants n'atteignent jamais, car leur besoin de paraître parfait les empêche de voir leurs véritables faiblesses. L'humilité évite également que tu prennes les attaques des autres comme quelque chose de personnel. Quand quelqu'un t'insulte, te minimise ou essaie de te faire sentir moins, tu peux répondre avec sérénité parce que tu sais que son comportement ne définit pas ta valeur. 8. Prends de la distance avec la conversation toxique. Certaines personnes parlent comme si elles jetaient des cendres dans l'air. Peu importe ce qu'elles disent, chaque mot salit quelque chose, assombrit quelque chose, contamine quelque chose. Discuter avec elles, c'est comme respirer de la fumée. Au début, tu ne le remarques pas, mais peu à peu, cela commence à t'épuiser, à t'irriter, à obscurcir ton esprit. C'est ce qui se passe lorsque tu te plonges dans des conversations toxiques avec des personnes immatures, arrogantes ou pleines de ressentiment. Peu importe à quel point tu te crois fort, la toxicité verbale finit par affecter ta clarté si tu ne sais pas garder tes distances. L'homme émotionnellement immature a tendance à utiliser des phrases chargées de poison déguisées en sincérité. Des expressions comme « je dis les choses comme elles sont ». Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Les gens sont stupides. Ou personne ne vaut la peine, se répète dans son discours parce qu'il a besoin de projeter de l'amertume pour se sentir supérieur. Ce qu'il fait, sans l'admettre, c'est vomir sa frustration interne. Et si tu ne filtres pas ce que tu entends, tu finiras par respirer ce qu'il ne sait pas traiter. Les conversations toxiques ne sont pas toujours des insultes directes. Parfois, ce sont des critiques constantes, des plaintes interminables, des comparaisons inutiles, des moqueries déguisées en humour ou des commentaires subtilement agressifs. Ces schémas sont épuisants, car ils te poussent à réagir. Ils te font penser que tu dois te défendre, corriger, expliquer, clarifier ou te justifier. C'est là que tu perds ton centre, c'est là que l'autre gagne du terrain émotionnel. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de ta capacité à choisir où porter ton attention. Tu ne peux pas contrôler ce que disent les autres, mais tu peux décider si tu t'exposes ou non à leur discours. Prendre de la distance n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si tu vois que la conversation se dirige vers le conflit, la moquerie, la disqualification ou le chaos, tu n'as pas à rester. Ton énergie n'est pas faite pour être absorbée par des personnes qui vivent en projetant leurs blessures. Répondre à la toxicité avec calme nécessite une stratégie. Si quelqu'un lance un commentaire provocateur, une réponse courte comme « je comprends ton point de vue » ou « je ne vais pas dans cette direction » coupe la tension sans alimenter le feu. Si quelqu'un essaie de t'entraîner sur le terrain de la plainte, utilise une phrase ferme « je préfère parler de solution ». Cela change le cours de la conversation.
Si l'autre personne insiste sur sa négativité, c'est là que tu dois prendre une distance physique, émotionnelle ou mentale. Distance ne signifie pas toujours partir. Parfois, cela signifie se déconnecter émotionnellement. Tu peux écouter sans t'impliquer. Tu peux être présent sans absorber. Tu peux laisser l'autre parler sans laisser ses mots entrer dans ton esprit. C'est la capacité stoïcienne d'observer sans réagir. Celui qui maîtrise cette capacité devient immunisé contre la provocation. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fait partie de conversations où tu as toi-même ajouté de la négativité. La toxicité ne vient pas toujours des autres. Parfois, elle naît de ta fatigue, de ta frustration ou de ta colère. Être conscient de cela te permet de corriger le cap. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être attentif à la façon dont tu utilises tes mots et à quel type d'énergie tu apportes aux conversations. Prendre de la distance avec la conversation toxique te rend sélectif. Cela te rend conscient que tes mots construisent ou détruisent. Cela te protège de tomber dans des discussions inutiles qui ne font qu'éroder ton caractère. Cela te permet de garder ton jugement lorsque les autres le perdent. Et cela te donne la capacité de conserver ta paix même lorsque quelqu'un veut t'entraîner dans sa tempête. L'homme toxique a besoin d'un public pour se sentir fort. L'homme stoïcien n'a pas besoin d'un public pour se sentir en paix. La différence est de savoir qui contrôle la conversation. Il est curieux de voir comment certains liens ressemblent à une ombre collée à la peau. Peu importe combien tu avances, combien tu changes ou combien tu essaies de regarder vers l'avant, cette ombre insiste pour marcher avec toi, te rappelant ce qui a été, ce qui n'est plus et ce qui te fait encore mal à admettre. Et même si tout le monde te dit que surmonter est une question de temps, tu sais que ce n'est pas si simple, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un, mais de se débarrasser du poids invisible qu'il a laissé en toi. Si tu es ici, c'est parce que tu en as assez de traîner cette ombre. Tu as compris que rester accroché te consume plus que ce qu'il t'apporte, et tu as besoin d'entendre quelque chose de réel. Pas de belles phrases, ni de motivation superficielle. Tu as besoin de vérité, même si elle fait un peu mal. Et la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver de ce que tu ressens. Personne ne portera ta blessure, personne ne soutiendra tes longues nuits, personne ne sortira cette personne de ton esprit. Ce travail est le tien, et le tien seul. Mais voici ce que presque personne ne te dit. Guérir n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Se détacher n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et laisser partir ne signifie pas perdre, mais récupérer la seule chose qui t'appartient vraiment, ta paix. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce que tu as ressenti, il te demande de ne pas être esclave de cela. Il t'apprend à marcher fermement, même quand le cœur tremble. Cette vidéo est pour toi si tu en as assez de prétendre que tu vas bien. Si tu es prêt à te confronter à toi-même sans excuse, si tu veux arrêter de dépendre d'une présence qui n'existe plus. Ici, je ne vais pas te parler doucement. Je vais te parler avec réalité, parce que c'est la seule façon de couper le fil émotionnel qui te maintient attaché au passé. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à te rétablir, à te retrouver, à redevenir à toi, à te détacher une fois pour toutes. 1. Réponds avec conscience. Rompre un lien émotionnel ressemble à marcher dans une pièce sombre, pleine de câbles emmêlés. Chaque pas que tu fais sans réfléchir te fait trébucher, te fait tomber et te donne l'impression de ne pas avancer. Mais lorsque tu allumes une seule lumière, même si elle est faible, tu vois clairement où poser le pied et comment bouger sans continuer à te blesser. Cette lumière est la conscience, et sans elle, tu vas répéter les mêmes schémas qui te gardent attaché à celui qui n'est plus là. Répondre avec conscience, c'est arrêter de réagir comme si tes émotions étaient les maîtresses de ta vie. Quand tu te souviens de cette personne, quand une pensée qui te lie au passé te vient, quand la nostalgie te frappe comme une vague inattendue, la plupart des gens agissent automatiquement et cherchent ce qui n'existe plus.
Ils envoient des messages impulsifs, ouvrent de vieilles conversations, vérifient les réseaux sociaux, imaginent des scénarios qui ne vont pas se produire et s'enfoncent dans un état mental qui ne fait que prolonger la blessure. Ce n'est pas ressentir, c'est perdre le contrôle. Le stoïcisme t'apprend autre chose. Il t'apprend que tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui décide quoi en faire. L'émotion apparaît, oui, mais tu choisis si tu la nourris ou si tu la laisses partir. Quand tu commences à répondre avec conscience, tu prends du recul par rapport à ce que tu ressens, non pas pour le nier, mais pour l'observer comme si tu regardais un film de ta propre vie. Tu ne réagis plus, tu analyses, tu n'implores plus, tu comprends. Tu ne poursuis plus, tu comprends que la dignité vaut plus que n'importe quelle impulsion. Beaucoup pensent que répondre avec conscience signifie devenir froid. Mais ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu n'es plus disposé à laisser tes émotions prendre des décisions que ta raison n'approuverait pas. Cela signifie que tu ne vas pas permettre qu'un souvenir te humilie. Cela signifie que tu vas réfléchir avant d'agir, même si cela te fait mal. La conscience t'oblige à avoir des conversations inconfortables avec toi-même. Elle t'oblige à te demander pourquoi tu continues à attendre ce qui ne reviendra pas. Pourquoi tu continues à imaginer ce qui est déjà terminé? Pourquoi tu continues à réagir comme si tu dépendais émotionnellement de cette personne? La conscience dénude tes attachements et te montre où tu perds de l'énergie, de la dignité et du temps. Et même si cela fait mal, cela te libère aussi. Répondre avec conscience est un acte de respect de soi. C'est choisir de ne pas envoyer un message que tu sais te mettra dans une position de faiblesse. C'est t'arrêter avant de tomber dans le cercle vicieux de vérifier chaque détail de la vie de cette personne. C'est rompre la chaîne de pensées obsessionnelles qui te mènent au même lieu de vide et de frustration. C'est te dire à toi-même « Cela ne me construit pas, je ne vais pas le nourrir ». Quand tu commences à agir à partir de la conscience, quelque chose en toi change. Tu n'as plus besoin que l'autre personne te donne une clôture parce que tu commences à la générer avec tes propres décisions. Tu ne cherches plus des signes là où il n'y en a pas parce que tu comprends que s'obstiner sur ce qui t'a fait du mal est une forme d'autodestruction émotionnelle. Tu ne veux plus retourner là où tu n'as pas été valorisé parce que tu reconnais que ta paix vaut plus que n'importe quelle nostalgie déguisée en amour. Répondre avec conscience est le premier pas pour retrouver ta force intérieure. C'est la base de tout ce qui vient après. C'est la façon la plus mature de dire à ton esprit que tu ne seras plus son prisonnier, que tu ne vas plus vivre en réagissant au passé et que tu ne vas plus permettre qu'un souvenir contrôle ton présent. Si tu réussis à maîtriser ce point, tu commences à retrouver du pouvoir. 2. Lâche ce qui est déjà parti. S'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ressemble à essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et le pire, c'est que pendant que tu essaies de retenir ce qui est déjà parti, tu te retrouves sans force, sans énergie et sans dignité. Lâcher prise n'est pas facile, mais continuer à s'accrocher à quelque chose qui est déjà mort te vide l'âme. Lâche ce qui est déjà parti, non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as compris que s'obstiner sur ce qui est perdu est une forme silencieuse de te faire du mal. Parfois, on se convainc que garder le souvenir vivant est un signe d'amour, mais souvent c'est un signe de peur. Peur d'accepter que c'est fini, peur de faire face au vide, peur de se reconstruire sans cette histoire qui t'a accompagné si longtemps. Cependant, s'accrocher au passé ne le fait pas revivre. Cela le déforme seulement. Cela le transforme en une version idéalisée qui n'existe pas et te maintient coincé dans une fantaisie qui ne te laisse pas avancer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il te rappelle que tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres personnes décident, ressentent ou font. Tu as seulement le contrôle sur la manière dont tu réponds. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec la réalité. Tu arrêtes d'essayer de convaincre quelqu'un de rester. Tu arrêtes de mendier une place dans une vie qui a choisi de continuer sans toi. Tu acceptes que ce qui est terminé est terminé. Non pas avec une tristesse résignée, mais avec une maturité qui dit
Je ne vais pas lutter là où il n'y a plus rien à gagner. Lâcher prise n'est pas effacer les souvenirs, ni prétendre que ça n'a pas fait mal, ni agir comme si ça n'avait jamais compté. Lâcher prise, c'est permettre au passé de rester dans le passé. C'est te dire, ceci n'est plus là et c'est bien ainsi. C'est prendre une distance émotionnelle de ce que tu ne peux pas changer. C'est interrompre cette habitude toxique de revivre des conversations, d'analyser des signaux inexistants ou d'imaginer des fins alternatives. Quand tu t'accroches, le passé te domine. Quand tu lâches prise, tu récupères ton pouvoir. Beaucoup de personnes ne lâchent pas prise parce qu'elles croient que lâcher prise signifie perdre. Mais la vérité est que s'accrocher à ce qui n'existe plus te fait perdre plus. Tu perds la paix, tu perds la clarté, tu perds des opportunités réelles que tu pourrais vivre aujourd'hui. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'amour que tu as ressenti, c'est renoncer à la souffrance inutile que tu continues de porter. C'est reconnaître que tu ne peux pas continuer à construire ton présent à partir de la nostalgie, parce que la nostalgie déforme et te fait croire que le passé était mieux qu'il ne l'était vraiment. Lâcher prise implique aussi d'accepter ta dignité. Accepter qu'il ne vaut pas la peine de rester là où tu n'es plus une priorité. Accepter qu'aucun message envoyé par nécessité ne te rendra ce qui a été brisé. Accepter que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de partir. Accepter que tu mérites des relations qui ne te font pas mendier de l'affection. Lâche prise pour que ton cœur cesse d'être en suspension, en attendant un retour qui ne te concerne pas. Quand tu lâches prise, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être émotionnellement bloqué et tu commences à bouger à nouveau. L'esprit se dégage, tu commences à respirer différemment, ton estime de toi se reconstruit et ta tranquillité revient. Parce que lâcher prise ne vide pas, lâcher prise libère. Et dans cette liberté, tu trouves de l'espace pour te récupérer, te comprendre et te reconstruire vraiment. Lâche ce qui est déjà parti, parce que ton futur ne mérite pas de porter les ruines de ce qui n'existe plus. Lâche prise, parce que t'accrocher te vole la vie. Lâche prise, parce que ta paix vaut plus que n'importe quel souvenir déguisé en espoir. Lâche prise, parce que tu ne peux plus continuer à vivre avec la porte ouverte pour quelqu'un qui ne reviendra pas. Lâche prise pour pouvoir avancer. Lâche prise pour revenir à toi. 3. Concentre ton attention sur ce qui compte. Comme lorsque tu marches sur une longue route après une tempête, le sol est encore mouillé, rempli de débris laissés derrière. Mais si tu lèves les yeux, tu te rends compte que la route continue, qu'il y a de la lumière devant, que tu n'as pas été fait pour rester immobile à regarder les flaques d'eau. C'est ainsi que fonctionne ton attention après une rupture. Si tu continues à regarder ce qui est déjà brisé, tu restes coincé dans un paysage qui ne changera pas. Mais si tu diriges ton regard vers ce qui compte, tu commences à avancer même si ça fait mal. Concentrer ton attention sur ce qui compte signifie arrêter de nourrir ce qui te vide. Chaque pensée est une énergie et tu ne te rends pas encore compte de combien d'énergie tu donnes lorsque tu repasses des scènes, des conversations, des idéalisations et des possibilités qui n'existent plus. L'esprit est expert en tromperie, en te faisant croire que penser plus te donnera des réponses, alors qu'en réalité, tu ne fais que creuser plus profondément le trou émotionnel dans lequel tu t'es mis. Concentrer ton attention n'est pas nier ta douleur, c'est décider dans quelle direction tu veux marcher mentalement. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être discipliné. Chaque fois que ton esprit revient à ce que tu as perdu, demande-toi si cette pensée te rapproche de ta stabilité ou te plonge davantage dans la dépendance émotionnelle. Si ça ne compte pas, ne le nourris pas. Si ça te retire la paix, ne l'ouvre pas. Si ça t'affaiblit, ne le suis pas. Ce n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle. Et l'autocontrôle n'arrive pas par magie, il arrive par la pratique consciente. L'attention est comme un muscle. Si tu l'exerces dans la bonne direction, il devient fort et te soutient même lorsque le cœur veut te saboter. Mais si tu l'exerces uniquement en direction du passé, tu deviens accro à revivre ce qui t'a fait du mal. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'elles continuent à consacrer plus de temps mental à celui qui les a blessés
qu'à leur propre reconstruction. Concentrer ton attention sur ce qui compte implique une décision radicale. Cesser d'être esclave de tes distractions émotionnelles. En pratique, cela signifie te poser des questions inconfortables. Est-ce que ce à quoi je pense me sert? Est-ce que ça me rapproche de la version de moi que je veux être? Ou est-ce que ça m'attache à une histoire qui est déjà terminée? L'esprit aime la répétition, même quand cette répétition te fait mal. C'est pourquoi tu dois être plus fort que ta nostalgie. Tu dois diriger ton attention comme si tu étais le conducteur de ton propre véhicule émotionnel, parce que tu l'es, et si tu ne prends pas le volant, tes blessures le feront pour toi. Quand tu commences à rediriger ton attention, quelque chose en toi s'ordonne. Tu commences à retrouver la clarté. Tu commences à te rappeler qui tu étais avant de devenir quelqu'un qui vivait en fonction d'une autre personne. Tu commences à remarquer que le monde continue, que ta vie n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à construire qui ont besoin que tu sois présent, pas prisonnier. Concentrer ton attention sur ce qui compte te rend le pouvoir de choisir. Et quand tu choisis avec conscience, tu deviens plus fort que n'importe quel souvenir. Cela implique aussi de dire non. Non à vérifier les réseaux sociaux. Non à chercher des signes là où il n'y en a pas. Non aux conversations qui rouvrent seulement des blessures. Non aux fantasmes qui te font croire qu'un jour, tout redeviendra comme avant. Chaque non que tu dis au passé est un oui que tu donnes à ta croissance. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. C'est ce qui nourrit ton esprit, ta stabilité et ton avenir. Si tu la gaspilles sur ce qui ne compte pas, tu t'enfonces. Si tu l'investis dans ce qui compte, tu renais. 4. Apprends de la douleur. Ressentir de la douleur émotionnelle ressemble à toucher une surface chaude. La réaction immédiate est de retirer la main, de l'éviter, de prétendre que rien ne s'est passé. Mais si tu observes attentivement, cette chaleur t'apprend quelque chose, où tu ne dois plus poser la main, quelles limites tu ne peux pas franchir et quelles décisions tu dois prendre pour ne pas te brûler à nouveau. La douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'enseigner ce que tu ignorais. Apprendre de la douleur est l'une des étapes les plus inconfortables, mais les plus nécessaires, lorsque tu te détaches émotionnellement de quelqu'un. La plupart des gens tentent de fuir la douleur, la couvrent de distractions, de souvenirs idéalisés, d'espoirs vides ou de l'obsession que tout aurait dû se terminer autrement. Mais le stoïcisme est clair. La douleur ne doit pas être évitée. Elle doit être comprise. Si tu ne la comprends pas, elle se répète. Si tu la nies, elle te contrôle. Si tu lui fais face, elle te libère. Accepter la douleur ne signifie pas la recréer ni la revivre. Cela signifie laisser la vérité se révéler à toi. Ce que tu as ignoré, ce que tu as donné en trop, ce que tu espérais qui n'était pas réel, où tu as cédé ta valeur, où tu as perdu ta voix, et, surtout, à quel moment tu as cessé d'être toi-même pour soutenir quelque chose qui était déjà brisé. La douleur apporte des réponses, mais seulement si tu es prêt à la regarder en face. Apprendre de la douleur implique également de renoncer à la version romantique de l'histoire. Beaucoup de gens souffrent plus de l'histoire qu'ils ont imaginée que de ce qu'ils ont réellement vécu. Idéaliser te maintient attaché à une illusion. Analyser avec maturité te ramène à la réalité. Et la réalité, bien qu'elle frappe fort, est la seule qui te permet de vraiment lâcher prise. La douleur te montre tes limites, révèle tes peurs, te permet de voir clairement où tu agissais par nécessité et non par amour-propre. Et c'est ici que le stoïcisme devient un outil puissant. Il te rappelle que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. Il te rappelle que chaque émotion intense peut être utilisée comme guide et non comme condamnation. Il te rappelle que la vie ne s'arrête pas pour ce que tu as perdu, mais que tu peux t'arrêter si tu t'accroches à ce qui n'existe plus. Quand tu apprends de la douleur, tu arrêtes de chercher des coupables et tu commences à assumer la responsabilité. Non pas pour te punir, mais pour grandir. Tu te demandes quel schéma tu as répété, quels signaux tu as ignorés, pourquoi tu as accepté moins que ce que tu méritais. Et ces questions
bien qu'inconfortables, sont le début d'une nouvelle version de toi, une version plus forte, plus consciente, plus sélective. Apprendre de la douleur signifie aussi reconnaître tes lumières, parce que tout n'était pas une erreur. Être capable d'aimer intensément parle de ta capacité émotionnelle, pas de ta faiblesse. Avoir des attentes parle de ton illusion, pas de ta maladresse. Mais maintenant tu sais que l'amour sans limite devient une prison et que les attentes sans réalité deviennent des blessures. Cet apprentissage marque un avant et un après. Quand tu intègres ce que la douleur t'a appris, quelque chose en toi change pour toujours. Tu ne te contentes plus. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu ne cherches plus la validation là où elle n'existe pas. Tu ne donnes plus ta paix pour de la compagnie. Tu ne confonds plus l'attachement avec l'amour, ni la présence avec la réciprocité. La douleur te brise seulement pour te reconstruire avec plus de fermeté. Apprends de la douleur parce que c'est le seul maître qui ne ment pas. Apprends de la douleur parce qu'elle te force à te réveiller. Apprends de la douleur parce qu'elle te prépare à des relations plus conscientes, plus équilibrées et plus saines. 5. Construis une résilience interne. Marcher après une rupture ressemble à traverser un pont instable après un tremblement de terre. Le sol tremble. Chaque pas te donne l'impression qu'il peut se briser et tu as constamment le sentiment que quelque chose en toi est également sur le point de s'effondrer. Mais tu continues d'avancer parce que rester au même endroit n'est pas une option. Cette capacité à continuer, même quand tout tremble, c'est la résilience interne. Et c'est là que la plupart s'arrêtent, parce qu'ils croient que la résilience consiste à endurer, alors qu'en réalité, elle consiste à reconstruire. Construire une résilience interne ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie apprendre à te soutenir quand personne d'autre ne peut le faire pour toi. Après t'être détaché émotionnellement de quelqu'un, tu te retrouves avec un vide que tu remplissais auparavant avec sa présence, son attention ou son importance dans ta vie. Ce vide fait peur, mais c'est aussi une opportunité. C'est l'espace où ta nouvelle version commence à se former. Le problème, c'est que beaucoup essaient de le remplir rapidement, avec des distractions, de nouvelles personnes, des conversations superficielles, des illusions improvisées. Ce n'est pas de la résilience, c'est de la fuite. Le stoïcisme t'apprend que la résilience consiste à rester ferme même lorsque tu es brisé. C'est ressentir la douleur sans la laisser te gouverner. C'est continuer à prendre des décisions saines même si ton cœur veut te saboter. C'est te lever chaque jour avec la détermination de ne pas capituler face à ce que tu as perdu. Et surtout, c'est comprendre que ce qui t'arrive ne définit pas qui tu es, mais peut construire qui tu seras si tu choisis d'agir avec conscience. Construire une résilience interne commence lorsque tu acceptes que personne ne va réparer ce que tu ressens. Ni ton ex, ni tes amis, ni le temps seul. C'est toi qui te reconstruis pièce par pièce. C'est toi qui comprends que même si la chute a été dure, tu es toujours là. Et cela en dit long sur ta force. La résilience consiste à cesser d'attendre que quelqu'un revienne pour guérir ce qui a été brisé. C'est décider que, même si cela fait mal, tu peux marcher seul jusqu'à ce que tes pas redeviennent solides. La résilience interne signifie aussi entraîner ton esprit. Ton esprit va constamment te traîner vers des souvenirs, des promesses, des fins qui n'ont jamais eu lieu. Et c'est là que la discipline émotionnelle entre en jeu. Chaque fois que ton esprit veut retourner au passé, tu décides de le ramener au présent. Chaque fois qu'une fantaisie apparaît, tu choisis de revenir à la réalité. Chaque fois que tu es tenté de chercher des réponses là où il n'y a plus de dialogue, tu choisis le silence et l'autocontrôle. C'est cela la résilience, la capacité de ne pas te laisser dominer par des impulsions qui te détruisent. La résilience se renforce lorsque tu construis un nouveau centre, c'est-à-dire lorsque tu deviens ta propre stabilité. Tu ne dépends plus de quelqu'un pour te sentir valorisé. Tu n'as plus besoin d'une présence externe pour ressentir le calme. Tu commences à avoir confiance en toi, en ton jugement, en ta force, en ton chemin. Et quand cela se produit, tu récupères quelque chose que tu avais perdu sans t'en rendre compte, ton identité.
Construire la résilience implique aussi de reconnaître ton progrès. Tu penses peut-être encore à cette personne, tu as peut-être encore mal, mais chaque jour où tu ne reviens pas, chaque jour où tu décides de respecter tes limites, chaque jour où tu choisis ta paix plutôt que l'attachement, tu avances plus que tu ne l'imagines. La résilience ne se construit pas en grands sauts, elle se construit en petites décisions. Au final, construire une résilience interne est ta véritable victoire. Parce que si tu réussis à te soutenir seul, si tu réussis à rester ferme sans mendier de l'affection, si tu réussis à te reconstruire de l'intérieur, alors il n'y a plus de perte qui puisse te détruire comme avant. La résilience ne te rend pas invincible, elle te rend indestructible de l'intérieur. 6. Remercie et accepte. La vie, après une rupture, ressemble à une table remplie de pièces en désordre. Elles ne s'emboîtent pas toutes, elles ne sont pas toutes utiles, et certaines sont les restes de quelque chose qui ne peut plus être reconstruit. Mais au milieu de ce désordre, tu trouves aussi de nouvelles pièces que tu n'avais pas vues, parce que tu étais trop concentré sur ce que tu as perdu. Remercier et accepter, c'est arrêter d'essayer de reconstruire ce qui n'existe plus et commencer à voir ce que tu as devant toi. Remercier ne signifie pas romantiser la douleur ni justifier ce qui t'a brisé. Cela signifie reconnaître que chaque expérience, même celles qui font mal, apporte quelque chose que tu peux utiliser pour grandir. Remercier, c'est de la maturité, pas de la soumission. Quand tu remercies, tu ne dis pas « c'était bien qu'on me fasse du mal ». Tu dis « j'ai appris, j'ai grandi, j'ai vu clairement ce que j'ignorais auparavant ». Le stoïcisme l'explique de manière directe. Ne remercie pas pour ce qui s'est passé, remercie pour ce qu'il t'a appris. Accepter est l'autre moitié de ce processus. Accepter que l'histoire est terminée. Accepter que cette personne ne fait plus partie de ta vie. Accepter qu'il n'y aura pas d'explication parfaite ni de fin nette. Accepter que l'avenir n'est plus lié à ce lien. Et même si ça fait mal, accepter signifie aussi arrêter de se battre contre la réalité. Parce que chaque fois que tu luttes contre ce qui est, tu finis par te briser un peu plus. L'acceptation n'arrive pas d'un coup, elle arrive par fragments. D'abord, tu acceptes qu'il n'y a plus de communication. Ensuite, tu acceptes qu'il n'y aura pas de retour. Puis, tu acceptes que tu mérites la stabilité. Enfin, tu acceptes que tu es toujours debout sans cette personne. Et cette dernière étape est incroyablement puissante, parce qu'elle montre que ce que tu pensais indispensable ne l'a jamais vraiment été. C'était important, ça a laissé une trace, mais ça ne détermine pas toute ta vie. Remercier et accepter est un acte d'intelligence émotionnelle. Quand tu remercies, tu te libères de la culpabilité. Quand tu acceptes, tu te libères de l'attachement. Et quand tu réussis les deux, tu retrouves ta paix. Parce que tu ne te bats plus avec des fantômes, tu ne t'accroches plus à des attentes, tu n'idéalises plus une fin qui n'a jamais eu lieu. Tu reconnais que ce qui a été, et que ce qui vient dépend uniquement de toi. Remercier te redonne aussi ta dignité. Cela te rappelle que tu as été capable de donner de l'amour, que tu as été capable de t'engager, que tu as été capable de ressentir profondément. Cela parle bien de toi, pas l'inverse. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais accepter te rappelle autre chose, que tu n'es pas obligé de rester là où on ne te choisit plus. Ce contraste entre gratitude et acceptation est ce qui te rend fort. Accepter peut faire mal, parce que cela implique de faire face à la vérité sans la maquiller. Cela implique d'arrêter d'attendre un message, un regret, un geste, un signe. Cela implique de fermer émotionnellement la porte que tu as laissée entrouverte pendant trop longtemps. Mais l'acceptation libère, parce que ce qui te fait mal n'est pas la perte, c'est la résistance à la perte. Quand tu arrêtes de résister, tu arrêtes de souffrir inutilement. Remercier et accepter réorganisent aussi ton esprit. Ils te forcent à arrêter de penser à ce qui aurait pu être et te concentrent sur ce que tu peux construire maintenant. Ils te sortent du mode victime et te rendent le contrôle. Ils te permettent de regarder ta vie avec de nouveaux yeux. Et surtout, ils te donnent la permission d'avancer sans sentir que tu trahis ton passé.
Si tu remercies pour ce que tu as appris et acceptes ce qui est terminé, tu deviens quelqu'un d'émotionnellement souverain. Tu n'as plus besoin que quelque chose revienne pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin d'explications pour dormir tranquille. Tu n'as plus besoin d'imaginer des fins alternatives. Tu te contentes de la réalité, parce que tu sais que c'est là que réside ton véritable pouvoir. 7. Retourne à toi-même. Perdre quelqu'un qui était important ressemble à entrer dans une maison après un incendie. Les pièces qui étaient autrefois un refuge sont maintenant vides. L'air sent ce qui n'existe plus et les murs montrent des marques de ce qui a été vécu. Mais, dans tout ce scénario, il y a aussi l'espace où tu peux te reconstruire à partir de zéro. Retourner à toi-même, c'est précisément cela. Arrêter de marcher parmi les décombres des autres et commencer à construire ton propre lieu intérieur. Retourner à toi-même ne signifie pas te fermer au monde ou devenir froid. Cela signifie se rappeler qui tu étais avant de devenir une extension émotionnelle de quelqu'un. Parfois, sans t'en rendre compte, tu as cédé des parties de ton identité pour maintenir en vie une connexion qui n'avait plus de vie. Tu as cédé de l'espace, du temps, des limites, de l'énergie et même des rêves. Et quand cette personne est partie, tu as aussi senti que tu étais sans structure. Mais l'absence n'efface pas qui tu es. Elle te force seulement à te retrouver. Le stoïcisme le rend clair. Aucune personne extérieure ne doit devenir le centre de ta stabilité, parce que si ton axe est en dehors de toi, tout mouvement extérieur te fait tomber. Retourner à toi-même, c'est récupérer cet axe. C'est regarder ta vie avec honnêteté et te demander où tu t'es perdu, où tu t'es brisé, où tu as cessé de t'écouter. C'est retourner à ton propre territoire émotionnel et le revendiquer comme le tien. Retourner à toi-même signifie aussi te reconnecter avec tes besoins réels, pas ceux que la relation t'a obligé à reporter. Tu as besoin de repos mental, tu as besoin d'ordre interne, tu as besoin de nouveaux objectifs, tu as besoin de routines qui te renforcent, tu as besoin de gens qui ajoutent et ne t'épuisent pas. Souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'oublies complètement. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Retourner à toi, c'est reprendre le rôle principal. Ce processus nécessite une confrontation. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à idéaliser celui qui est parti. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à revoir ce qui aurait pu être. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à te comparer à la nouvelle vie de cette personne. La comparaison détruit l'identité, la nostalgie déforme la mémoire, et l'obsession t'éloigne de toi comme rien d'autre. Retourner à toi commence quand tu décides de couper ces habitudes. Cela implique aussi de retourner à tes valeurs, à ce que tu crois vraiment, à la façon dont tu veux vivre, aux décisions que tu avais abandonnées pour prioriser quelqu'un d'autre. Quand tu reviens à tes principes, tu retrouves la cohérence, et la cohérence te redonne de la force émotionnelle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour te sentir solide. Il te suffit de rester fidèle à ce que tu es. Retourner à toi-même, c'est te rappeler de tes capacités. Savoir que tu peux avancer seul, savoir que tu peux reconstruire ta stabilité, savoir que tu peux te réinventer, savoir que tu peux accomplir des choses même avec le cœur blessé. Parce que oui, ça fait mal, mais ça te pousse aussi. Ça te force à te voir comme tu ne t'étais jamais vu. Et cela, même si c'est difficile, c'est la croissance dans sa forme la plus pure. Dans ce processus, ton estime de toi joue un rôle fondamental. Une rupture peut te faire douter de ta valeur. Elle peut te faire sentir remplaçable, insuffisant, oubliable. Mais c'est une illusion créée par la douleur. Tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un pour confirmer ton importance. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de suivre son chemin. Ta valeur reste intacte, mais tu dois la récupérer avec des actions, pas avec des mots. 8. Choisis la paix plutôt que l'attachement. L'esprit, lorsqu'il s'accroche à quelqu'un qui n'est plus là, se comporte comme une pièce pleine d'échos. Tout résonne, tout revient. Tout te poursuit, même si cela n'existe plus dans la réalité.
Mais si tu ouvres une fenêtre et laisses entrer de l'air frais, l'écho perd de sa force. Choisir la paix plutôt que l'attachement, c'est précisément cela. Ouvrir cette fenêtre mentale que tu as si souvent gardée fermée par peur d'accepter que l'histoire est terminée. Choisir la paix ne signifie pas que tu ne t'en souciais pas. Choisir la paix signifie que tu n'es plus disposé à te détruire pour ce qui est parti. L'attachement, lorsqu'il reste sans objet, se transforme en souffrance. Il te fait insister sur les souvenirs, sur les fantasmes, sur les possibilités qui n'existent plus. Il nourrit l'idée que tu as besoin de cette personne pour être complet, alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin est d'arrêter d'idéaliser ce qui est déjà mort. L'attachement t'enchaîne, la paix te libère. Le stoïcisme te l'enseigne de manière directe. La souffrance naît de l'attachement à ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres. Tu ne peux pas contrôler leurs décisions. Tu ne peux pas contrôler leur retour, ni leur absence. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton approche, ton chemin émotionnel. Choisir la paix, c'est reconnaître cette différence et agir à partir de la maturité, pas de la carence. L'attachement a de nombreuses formes. Parfois, il se déguise en espoir. Parfois, il se déguise en amour. Parfois, il se déguise en « je veux juste comprendre ». Mais au fond, c'est de la peur. Peur de lâcher prise, peur d'avancer, peur d'accepter que le futur que tu as imaginé ne sera plus. Cette peur te maintient coincé dans une histoire qui est déjà terminée. La paix arrive lorsque tu décides d'avancer sans demander la permission au passé. Choisir la paix plutôt que l'attachement implique de renoncer au drame interne. Cette bataille mentale de revoir chaque détail, chaque message, chaque geste. Cette habitude de chercher des signes là où il n'y en a pas. Cette obsession d'imaginer des conversations qui n'auront jamais lieu. Tout cela est du bruit, et le bruit ne laisse pas guérir. Lorsque tu choisis la paix, tu commences à couper chacune de ces pensées à la racine. Tu ne leur donnes pas d'espace, tu ne les nourris pas, tu ne les acceptes pas comme vérité. Choisir la paix implique également de renoncer à la nécessité de clore des histoires parfaites. Toutes les relations ne se terminent pas par un discours émouvant, une explication profonde, une séparation de film. Certaines se terminent en silence, d'autres se terminent avec des doutes, d'autres encore se terminent avec des blessures ouvertes. Et accepter cela fait partie de choisir la paix. Parce que si tu attends que tout se termine comme tu le souhaites, tu resteras coincé à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. La paix n'arrive pas automatiquement. C'est une décision. Une décision que tu devras prendre tous les jours au début. Chaque fois que l'esprit voudra retourner au passé, tu choisis la paix. Chaque fois que le cœur demandera à retourner là où tu n'es plus le bienvenu, tu choisis la paix. Chaque fois que ton ego voudra chercher des réponses chez celui qui t'a déjà laissé derrière, tu choisis la paix. Cette répétition forme ta nouvelle identité émotionnelle. Choisir la paix plutôt que l'attachement exige une force intérieure. Tout le monde ne le fait pas. Beaucoup préfèrent rester accrochés parce que lâcher prise leur donne le vertige. Mais tu ne cherches pas le confort émotionnel. Tu cherches la liberté. Et la liberté émotionnelle n'arrive que lorsque ton bien-être pèse plus que n'importe quel souvenir. Choisir la paix est un acte d'amour de soi si profond qu'il transforme la façon dont tu vois le monde. Lorsque tu choisis la paix, tu retrouves la clarté. Tu cesses de vivre dans un cycle interminable de doutes. Tu cesses de dépendre de réponses qui n'existent plus. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.